Je suis Svea Nilsson, je suis psychologue de formation. Et puis, moi, mon parcours dans les états de conscience élargie, il a commencé par un congrès en 2006 pour les 100 ans de Albert Hofmann, où j'y suis allée avec très peu d'expérience, mais avec une grande envie de comprendre ce que c'était. Et même, ouais, je pense une certaine peur de ce que c'était que les psychédéliques. Et puis, bah voilà, là, j'ai rencontré tout un panel de gens, de thérapeutes, de psy avec lesquels je pouvais enfin sentir une vraie connexion. Et puis, bien sûr, aussi tous les résultats de la recherche qui étaient exposés, qui étaient positifs. Et voilà, ça m'a ouvert comme ça grand les portes de ce monde-là. Et puis ensuite, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, mon école, ma première école, ça a été plutôt le domaine de la réduction des risques en festival, où justement j'ai pu accompagner, notamment dans le cadre du Boom Festival, où on avait un vrai budget, avec une vraie équipe, avec même de la récolte de données pour l'université de Porto. Et donc là, on a pu accompagner des centaines de personnes qui étaient dans un état de conscience altérée et pas forcément justement dans un bon cadre, du coup, qui se sentaient pas bien. Et ça a été vraiment le premier endroit où j'ai pu un peu désapprendre mon métier de psy et réapprendre un nouveau métier. Comment définissez-vous ce nouveau métier ? Ben, ce que j'aime bien dans ce milieu, c'est qu'on s'appelle des sitters, donc on s'asseye avec les gens. J'aime bien cette idée, alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas d'être quelqu'un qui est assis à côté et qui accompagne, mais qui n'est pas en train ni de guider, ni d'imposer un diagnostic ou quelque chose comme ça. C'est vraiment plus une position d'accompagnant. Alors donc je suis Marius Moutet, on est ici dans mon cabinet de gestalt thérapeute où j'exerce depuis plus de 20 ans. Je suis superviseur, je suis formateur en gestalt thérapie et j'ai rencontré en fait tous les états de conscience élargis en premier par des processus de quête de vision, donc vraiment avec un travail en profondeur sur plusieurs jours d'affilée dans la nature, dans un rite de passage qui est pratiqué dans toutes les traditions premières. Et puis j'ai vécu au Mexique et ça a été aussi pour moi l'occasion donc en Amérique latine de faire des expériences en état de conscience modifié avec des plantes entéogènes. Et à partir de là, dans une période de ma vie aussi parisienne, j'ai rencontré des chamans à l'époque vraiment où l'ayahuasca revenait en Europe ou venait en Europe. Et tout ça en parallèle de mon parcours. Donc c'était vraiment en premier une recherche, je pourrais dire psychospirituelle, personnelle, qui m'a amené à m'intéresser il y a plus de 25 ans, en fait, aujourd'hui, à ces questions, quoi, des états de conscience modifiés avec substance ou élargis avec des pratiques, que ce soit de respiration, de jeûne, de transe, de tambour. Et au cours de ce parcours, après avoir été diplômé comme gestalt thérapeute, je me suis intéressé au chamanisme et j'ai eu un parcours dans le chamanisme. Qu'est-ce qui vous réunit dans cette recherche ? Disons que dans cette recherche, j'ai toujours été passionné et de partager ma passion avec des collègues. Et j'ai créé un groupe de recherche interdisciplinaire avec des psychiatres, des psychologues de différentes obédiences. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Svea. Elle a rejoint ce groupe très, très rapidement, il y a plus de 6-7 ans maintenant. On a coécrit un article pour la revue des psychologues avec un collègue médecin. Et de là est née l'idée de la tribu de fonder ensemble cette formation qu'on propose sous l'égide de la tribu Académie. Qui est une société de formation. Pouvez-vous présenter la tribu ? Alors la tribu, donc comme Marius vient de le dire, c'est effectivement un institut de formation qu'on a créé avec, je dirais, le but de pouvoir former les gens qui sont
normalement déjà thérapeute, mais après on n'a pas que ça comme offre, mais disons que le cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on aime offrir, c'est vraiment de pouvoir offrir à des personnes qui sont souvent déjà dans des métiers d'accompagnement une formation spécifique aux états de conscience élargie. Alors, ça peut être des gens qui sont effectivement des psys, mais ça peut être des infirmiers, ça peut être des praticiens de la relation d'aide, ça peut être vraiment de tout type. Et puis, dans notre formation, la formation de base qui s'appelle Socle, on a 3 stages expérientiels où les gens vont pouvoir vraiment expérimenter. Enfin, notre but, moi j'aime que les formations me transforment. Et c'est vraiment une des choses aussi, c'est que notre formation, on l'a déjà vu parce qu'on a eu une première volée l'année passée, elle transforme les gens. Donc, on a 3 stages expérientiels où les gens vont avoir l'occasion d'expérimenter justement l'hypnose, le tambour, la respiration holotropique, par exemple. Il y a d'autres propositions. Et puis, en parallèle, il y a aussi une dizaine de soirées en ligne où, avec des conférenciers, avec aussi une partie questions-réponses, c'est pas seulement juste de l'écoute. Et là, on va aussi aborder évidemment tout ce qui se passe au niveau de la recherche et de la clinique avec les médecines psychédéliques. Donc ça, c'est vraiment un peu le cœur de ce qu'on propose avec la tribu. Ensuite, avant ça, il y a aussi plein de stages de tambour, différents types de stages qui sont proposés pour les gens qui ne sont pas forcément déjà dans cette dynamique-là, mais qui s'y intéressent. Donc ça peut être pour du développement personnel ou parce qu'on a envie de se former un peu plus, puis ça donne un premier avant-goût. Et puis après donc cette formation socle, on a un 3e cycle qui est là, des modules on est tout en train de créer. Enfin, il y en a certains qui existent déjà, c'est les groupes de supervision et d'intervision, parce que ça aussi pour nous c'était super important en fait de se dire qu'il y a finalement beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec ces états de conscience élargis, et on avait envie de créer un tissu, c'est pas pour rien qu'on s'appelle la tribu, pour qu'on puisse ensemble réfléchir à nos pratiques, les améliorer, et bien sûr aussi prendre soin de nous, parce que si on prend pas soin de nous, on n'est pas non plus des bons thérapeutes. Et dans ce 3e cycle, on aura aussi tout un réseau qui est en train de se construire de places de stage pour nos étudiants, qui sont des places par exemple dans des cabinets de psychiatres qui travaillent légalement avec les psychédéliques selon l'accord de l'OFSP. Ça peut être des places de stage aussi dans des cliniques à l'étranger ou dans des endroits plus comme des chamans dans la jungle avec lesquels on a aussi des liens. Voilà, ça peut être des places comme ça. Ça va aussi être de la récolte de données pour ceux qui sont intéressés, par exemple dans les cabinets, parce que ça c'est super intéressant qu'on puisse participer à ça. Et puis bien sûr aussi des modules plus précis sur par exemple certains aspects liés vraiment à la psychopathologie ou comment intégrer le psychocorporel dans nos pratiques, parce que ça aussi c'est super important pour nos pratiques, tout ce qui est du corps. Et puis aussi pour travailler par exemple avec des populations particulières, que ce soit avec les couples, puisque ça c'est aussi une des choses à laquelle on peut former, que ce soit plus dans une dimension créative, comme une aide, un soutien à la créativité, ou que ce soit justement avec des personnes atteintes de pathologies plus sérieuses, notamment avec la présence dans notre équipe de plusieurs psychiatres spécialistes, parmi les plus anciens aussi qui ont pratiqué depuis le départ. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre formation respecte tout à fait le cadre légal actuel. C'est quelque chose qui était pour nous important, c'était d'exister de façon légale et pas d'être dans l'underground où il y a des choses qui existent mais où il y a parfois des confusions de casquettes, des problématiques de posture, des choses qui sont pratiquées à titre expérientiel, expérimental, mais où il y a parfois peut-être des limites qui sont pas forcément bien respectées. Pour nous, ça c'était vraiment quelque chose d'important, de pouvoir exister légalement dans ce mouvement d'ouverture, de réouverture aux psychédéliques, sans être dans une visée, je dirais, pharmacologique, en soutien au laboratoire pharmaceutique ou dans la recherche purement médicale. Pour nous, il y a vraiment une place différente du courant de la médecine qui est utile, nécessaire, qui nous apporte beaucoup de choses, et
aussi différente, je dirais, des traditions premières ou des chamans ou pseudo-chamans qui peuvent aussi utiliser, parfois sans respecter le cadre ou s'autoproclamer aussi, sans lien, sans tribu autour d'eux, puisqu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Occident ne doit pas être la reproduction, le copier-coller de choses qui se passent dans les traditions premières, où il y a une organisation collective totalement différente, où le chaman fait complètement partie, le medicine man fait complètement partie de la tribu, ce qui n'est pas le cas quand il y a un chaman qui vient du Pérou, qui passe deux jours et puis qui repart, quoi. On n'est pas du tout dans cette approche-là, quoi. Et on pense qu'il y a une place pour former les gens à un accompagnement qui correspond et qui correspond à notre évolution de société aujourd'hui et qui intègre à la fois les enseignements des traditions premières et les enseignements de la psychothérapie qui existe depuis plus de 100 ans dans nos pays. Quelle est la place des psychédéliques au sein de la tribu ? Je pense que la place des psychédéliques dans la tribu, non, on veut pas qu'elle soit centrale, dans le sens où ce qui est central, c'est plutôt, si on doit nommer un contenu, c'est ces états de conscience élargis. Et puis après, peut-être pour notre formation, en tout cas, c'est ce côté de la posture, de qui on est et de comment on travaille avec les gens. C'est ça qui est central. Et puis ensuite, les psychédéliques, on est en pleine renaissance, on est en plein boom, donc évidemment que c'est une partie importante pour nous. Mais c'est vraiment, c'est et c'est hyper important en fait de se dire aussi que même avec que tous nos clients qui viennent à la base, par exemple chez un psychiatre pour demander une thérapie avec les psychédéliques, souvent il y aura des étapes avant ça, il y aura plein d'étapes, notamment de travailler dans le psychocorporel, et puis ensuite, oui, peut-être qu'il faut aborder le problème avec des psychédéliques, mais c'est pas le premier truc forcément. Donc au sein de la tribu, déjà, ce que l'on cherche, c'est à permettre aux gens de faire des expériences et avec nous, dans le cadre légal, d'utilisation des états de conscience élargis, c'est-à-dire sans substance illicite, avec toutes sortes d'approches possibles, qu'elles soient corporelles, au niveau de la respiration, au niveau de la transe, au niveau du jeûne, au niveau des tambours, de l'hypnose. Il y a vraiment plein d'approches qu'il faut savoir aussi utiliser avant de promettre avec une pilule magique ou miracle quelque chose, quoi. Et je crois que ça c'est très important dans notre posture d'intégrer qu'il y a un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire que la psychothérapie assistée par psychédélique, aujourd'hui, c'est pas juste tu prends une pilule. C'est véritablement toute une approche, une rencontre entre quelqu'un qui a une demande, une intention, un besoin, et puis un accompagnant ou plusieurs, avec toute une approche qui va venir s'ajuster, s'adapter à la demande et au caractère de la personne, à son histoire, voilà. Et surtout ne pas aller, par exemple, dans des phénomènes d'emprise ou des phénomènes de trop grande rapidité dans le travail qui permettraient pas une intégration. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, c'est un des reproches que je peux faire à certaines choses qui se passent dans l'underground avec des groupes où certaines personnes organisent des groupes de 20 ou 40 personnes avec un chaman, et puis que ce soit pour jouer du tambour, puis après prendre de l'ayahuasca ou d'autres substances, où pour moi, on dénature complètement tout le potentiel qu'on peut faire et avoir avec les états de conscience élargis, quoi. Pour des raisons j'ai presque envie de dire consuméristes. C'est-à-dire qu'on est dans une idée, je vais te faire vivre quelque chose, quoi. Or, c'est pas l'intensité de ce qu'on vit qui est important, c'est vraiment ce que l'on va en faire ensuite dans sa vie ordinaire. Les états de conscience non ordinaires sont utiles, comme l'est le rêve, puisque c'est notre premier état de conscience non ordinaire qu'on pratique tous toutes les nuits. Il nous est utile pour nous équilibrer dans notre vie ordinaire. Et donc l'idée, c'est pas de fuir notre vie ordinaire, c'est bien de mieux la vivre. Et c'est en cela que les états de conscience élargis et modifiés peuvent être vraiment une source et une ouverture sur énormément de plans, mais à ne pas gâcher
sur des prétextes, je dirais, ésotériques, consuméristes ou simplement exotiques, comme si on allait faire un voyage ou un trip. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment cette démarche-là qu'on a envie de promouvoir. Et pour le faire, effectivement, en Suisse, on a une position d'ouverture de la part des pouvoirs publics, de la médecine. Il y a aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Israël, énormément de recherches qui ont été faites depuis de nombreuses années. Bien sûr, il y a l'historique avec Albert Hofmann ici en Suisse, mais avec plein d'autres personnes qui ont toujours été en contact avec notamment la côte ouest américaine, où il y a aussi beaucoup de recherche, de développement en lien avec les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, l'intelligence des pouvoirs publics en Suisse a été d'ouvrir une perspective de possibilité d'utiliser les psychédéliques quand les autres approches n'ont pas été efficientes. Et donc aujourd'hui, les médecins sont autorisés à demander une demande spéciale, de faire une demande spéciale pour un accompagnement avec des psychédéliques qui sont mis à leur disposition par une pharmacie centrale à Bâle et ceci dans un cadre avec des recherches, des protocoles de recherche. Donc ça c'est très intéressant. Peter Gasser, qui est dans notre équipe de formateurs en tant qu'intervenant dans la formation socle, est un des pionniers à cet endroit-là, à Soleure. Et puis il a vraiment encouragé à ce qu'il y ait un développement intelligent à cet endroit-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un courant underground partout. Aussi en Suisse, mais alors dans tous les pays européens, aux États-Unis, il y a tout un courant underground où les gens sont à la recherche de pratiques parfois utiles, parfois plus dans une dimension curieuse, ok. Mais là aussi, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à des positionnements un peu plus larges. Aujourd'hui, l'OFSP en Suisse a proposer quelque chose, c'est un premier pas, mais ce qui se passe aux États-Unis, dans certains États, ce qui se passe au Portugal, il y a des ouvertures, on peut aller plus loin, et ça c'est dans ce sens-là aussi qu'on a envie de se positionner pour pouvoir être là quand il y aura davantage d'ouverture, et pour ne pas laisser aussi, je dirais, les gens qui sont dans l'underground complètement livrés à eux-mêmes. Et pour nous, ça aussi, c'est important. Ça fait partie de notre responsabilité, je dirais, éthique et déontologique en tant que psychothérapeute ou psychologue ou psychiatre, quoi. Comment faites-vous le lien entre le monde médical et le monde underground ? La tribu existe depuis 18 mois. Donc c'est quand même récent. On a des contacts avec le monde hospitalier, pas toujours évident, puisque aujourd'hui il y a quand même beaucoup de praticiens qui ont envie de défendre leur territoire et défendre leur façon de faire. Et moi, je pense qu'on a à avoir une intelligence plus grande parce que au niveau des psychédéliques, bien avant les médecins, il y a eu tout un usage, qu'il soit cérémoniel, chamanique, spirituel, qu'il soit festif. Il ne faut pas oublier que c'est arrivé en Occident par la dimension récréative et festive. Et il y a eu, dans les années 60, tout un développement, notamment aux États-Unis, d'approches psychothérapeutiques non médicalisées par des psychothérapeutes ou des personnes travaillant dans la relation d'aide. Donc aujourd'hui, limiter juste l'usage aux médecins, c'est ce qui se passe, à mon avis, et à la fois au niveau de l'offre, trop limitatif, au niveau de la posture, très limitatif également, et puis au niveau du type d'accompagnement qu'on peut faire, les médecins sont compétents pour certains accompagnements, mais il y a d'autres professionnels qui le seront plus. Les médecins ne sont pas formés pour accompagner pendant 8-10 heures une personne.
Et d'affilée, je dis, plus tout le processus avant et après. C'est pas leur tempérament, on pourrait dire de base. Ils n'ont pas été formés à cela. Ensuite, je pense qu'au niveau des médecins, c'est plus dans la pratique privée qu'hospitalière qu'aujourd'hui on a des contacts avec des gens qui sont soit dans l'idée de pouvoir offrir à plus de personnes qui les contactent parce qu'il y a une demande, il y a plus de demandes que d'offres, et qui les contactent pour pouvoir, par exemple, recevoir 2 ou 3, 4 personnes en même temps dans un cabinet, et où il y a des assistants qui restent au contact des clients, et puis le psychiatre qui, par exemple, supervise. Okay. Et donc ça, c'est typiquement une des options. Où dans notre formation, une fois que les gens ont fini socle, on fait 1 an de supervision avec nous et sont intéressés par poursuivre, ils peuvent aller en stage auprès de certains psychiatres en Suisse. Qui sont intéressés. On est en train d'établir des contacts à ce niveau-là. Donc ça, c'est, je pense, un premier lieu de rencontre. Après, il ne faut pas oublier que les médecins se sont beaucoup appuyés aussi sur tout ce qui s'est passé dans l'underground. Parce que c'est là où il y a eu le plus d'expérience accumulée, en fait. Et donc, il y a des médecins qui sont ouverts aussi à tous les praticiens, tous les cliniciens qui ont fonctionné dans l'underground. Et parce qu'ils ont accumulé beaucoup d'expérience, quoi. Donc ça, je pense que ce soit dans l'underground occidental ou que ce soit les gens qui sont allés se former à l'étranger, et aussi auprès de civilisations premières en Amérique latine, en Amérique centrale par exemple. Donc je pense que là, il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts, il y a des gens qui défendent leur précaré, puis il y a des gens qui savent qu'ils devront fonctionner parce qu'on ne peut pas s'arroger la possibilité d'accompagner sur tous les plans les personnes. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus médical en fonction de leur pathologie, en fonction de la sévérité des symptômes qu'ils ont, ou voire même de certaines contre-indications qu'ils pourraient avoir, des addictions très ancrées. Voilà, il y a vraiment une place pour la médecine, mais il y a aussi, à mon sens, des gens qui sont dans des recherches à la frontière entre la psychothérapie et la spiritualité, parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé sur eux-mêmes. Il y a des gens qui sont qui reviennent de la spiritualité où ils ont vécu des choses qui n'étaient pas forcément très cadrées et ils ont besoin d'une structure que offre plus le cadre d'un accompagnement plus psychothérapeutique. Et puis vous avez aussi tous les gens qui ont fait des expériences festives sous psychédéliques, qui ont fait des expériences de rencontres entre personnes dans un état de conscience altéré qui leur a permis de vivre des choses puissantes, surprenantes pour eux, qui ne vivent pas dans leur état de conscience ordinaire, et puis qui ont envie de pouvoir mettre du sens là-dessus. Et ils ont besoin d'arriver sans être pathologisés ou considérés comme des malades. Ils ont vécu des expériences de transcendance, des expériences de dissolution de l'ego, et ils ont besoin de cadres, de gens expérimentés pour aussi pouvoir les accompagner dans leur propre quête personnelle, propre développement personnel, sans pathologisation. Parlez-nous de l'importance du set and setting. Ouais, alors c'est vrai que ça c'est super important parce que et c'est peut-être un des endroits justement où avec la tribu on essaye de mettre l'accent, c'est que les médecines psychédéliques, mais même une séance au tambour ou avec un autre état de conscience élargi, c'est pas comme un peu le modèle classique du soin qu'on a avec la médecine où on prend un médicament et puis on est soigné, puis voilà, c'est comme ça, c'est un peu mécanique, mais ça fonctionne aussi, hein. Mais là on est un peu dans autre chose. Et on parle justement beaucoup que notamment avec les médecines psychédéliques et on a 3 éléments. On a la médecine
médecine qu'on va prendre, ou peut-être le côté un peu médicament comme ça, de la substance, mais ensuite il y a deux autres choses. Il y a justement l'état dans lequel on est, donc le set, donc dans quel état d'esprit on arrive. On va travailler avec la personne vraiment sur son intention, qui est hyper importante, qui est ok, quel est l'horizon que tu veux atteindre, où est-ce que tu veux aller avec cette thérapie qu'on entreprend. Et puis après, il y a ce setting qui est le cadre, l'environnement dans lequel on le fait, qui comprend évidemment vraiment le cadre déjà de la pièce, des objets, des choses qui sont présentes, qui est en général, je pense, voilà, on va essayer de créer un environnement qui soit chaleureux, qui soit un peu comme un cocon. Et puis, dans ce cadre, il y a aussi la relation qu'on a avec le thérapeute. Et ça, c'est hyper important aussi. On est quand même, je pense, dans des sociétés très malades de leur individualisme. Donc nous, on essaye de recréer autre chose. Et le lien qu'on a avec le thérapeute, il fait vraiment partie du soin. Il fait vraiment partie de la guérison et de comment la personne peut recréer du lien d'abord avec son thérapeute, d'abord avec son thérapeute en tout cas, et aussi en parallèle dans son cadre de vie quotidien. Donc voilà, ça c'est tous des éléments qui sont super importants et qu'on va travailler, que ce soit dans nos formations ou ensuite dans l'accompagnement. Il y a ces séances préparatoires, il y a ce cadre, on pourrait dire spécifique d'un accompagnement et qui vient vraiment permettre des transformations, puisque dans ces moments-là, quels que soient les types de substances qui soient utilisées ou les types même de processus, comme dans la quête de vision, en fait on dit qu'on désactive le réseau de mode par défaut, c'est-à-dire qu'on permet à la personne, finalement, aussi bien au niveau de connexion synaptique que de ses propres pensées, de penser autrement. Les résistances tombent, les modes habituels de pensée se dissolvent et ça permet de vivre, notamment pour des gens qui ont vécu un traumatisme important, de pouvoir reconstruire finalement cette vision sur le traumatisme, reconstruire l'histoire et de se remettre en mouvement. Et ça, c'est vrai que ça va se passer généralement durant cette période, mais aussi durant toute la phase suivante qui est la plus importante, c'est la phase post, on pourrait dire, c'est l'intégration. Et l'intégration, elle peut prendre des semaines, des mois, aussi bien à travers des séances d'accompagnement qu'à travers des pratiques que la personne on va lui conseiller de faire, qu'elles soient créatives, qu'elles soient d'immersion en nature, sportive, vraiment d'engagement corporel, parce que la dimension corporelle, comme dans toute expérience, même j'aurais envie de dire d'ouverture de conscience, voire mystique, l'expérience corporelle fait partie de l'ouverture. Et c'est ça qui soigne aussi. Oui. C'est que ça passe par le corps, enfin. On sort de la tête, on arrive dans le corps et là ça soigne. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus ample qu'une représentation qu'on pourrait avoir d'un traitement, je pourrais dire chez un énergéticien ou chez un chaman, ou je vais voir ou chez un ostéopathe. Non, il y a tout un processus, si vous voulez, qui va se déployer sur le temps, quoi. Et on va déconseiller de faire des séances très rapprochées de prise de substance. C'est pas l'objectif. Et l'objectif, c'est toujours de voir qu'est-ce que l'état de conscience élargi a permis de découvrir pour le ramener dans notre vie ordinaire. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui va nous différencier aussi, bien sûr, d'une pratique festive. Parce qu'une pratique festive, c'est typiquement sortir de son état de conscience ordinaire et puis essayer de l'oublier pendant un certain temps pour profiter d'autres aspects, quoi. Okay. Peut-être encore une chose à rajouter dans le setting, en tout cas pour moi, et je pense quand même pour beaucoup de gens, c'est cette notion de sacré, en fait. C'est qu'on va avoir des discussions aussi avec la personne pour ramener des dimensions qui sont liées à sa culture. On ne va pas imposer un cadre, quel qu'il soit, mais qui sont liés à sa culture ou à ses ressources, et retrouver comme ça une sorte de racine aussi au niveau de la spiritualité ou du sacré. Et vraiment, peu importe ce que la personne a vécu, mais souvent il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit quelque chose là à raviver, et qui fait partie aussi de la guérison, parce qu'il y a énormément de ressources de ce côté-là aussi à réalimenter. Je pourrais
peut-être juste rajouter à ce que tu dis, c'est la dimension qu'on ouvre à certains mystères de la vie, quoi. Et cette dimension à la fois existentielle et psychospirituelle, de finalement cheminer dans ce mystère, dans ce grand mystère qui est de vivre, quoi. Et oui, ça, toutes ces expériences ouvrent à cette dimension-là, comme peut l'ouvrir des séances de méditation, des gens qui vont faire Vipassana pendant 10 jours, ou qui vont faire une retraite zen. Ils y vont avec cette intention, ils le savent, mais dans le travail en psychothérapie assistée par psychédélique, ou tout autre type d'approche avec des états de conscience élargis, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, on ouvre à une dimension sacrée et à une dimension du grand mystère, quoi. Proposez-vous une démarche éducative et ou politique? Moi, à terme, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait une libéralisation pour permettre la coexistence, la cohabitation des différents usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine hypocrisie quand même dans nos sociétés où on peut prendre de l'alcool à partir de l'âge de 16 ans et 18 ans, presque autant qu'on le souhaite et qu'on en veut, avec les ravages que ça produit. On peut fumer et ça coûte une fortune finalement en soins de santé. Par contre, on ne peut pas utiliser certaines substances qui sont beaucoup moins addictives, ou pas du tout addictives, ça l'est vraiment clairement prouvé, qui ont des effets non néfastes sur la santé. Je veux dire, et il y a une vraie hypocrisie, et en même temps, les jeunes, les gens, parce qu'il y a les jeunes avec les idées des raves et des sorties, etc. Mais on voit bien que les gens en fin de semaine ont envie de se déstresser, et ils ont besoin de substances, ok, et ils utilisent des substances. Voilà. Ça, c'est la base de notre société. C'est totalement hypocrite de dire que ça n'existe pas. Il n'y a qu'à regarder le nombre de bars qu'il y a, et les bars de nuit, les boîtes, les soirées, etc. Ça consomme partout. Des choses licites, super dangereuses, et des choses illicites, voire même, on pourrait presque dire, label bio avec des champignons cueillis dans la nature, etc., aux substances hallucinogènes. Et on fait comme s'il y avait au niveau, les mauvaises drogues, et puis les autres, on ne les appelle pas des drogues. Et je pense que moi, je milite pour qu'il y ait quelque chose qui soit beaucoup plus clair, que finalement, dans nos sociétés, dans le stress actuel, et je dirais de tout temps, depuis les mystères d'Éleusis au niveau de l'apprentissage, on a besoin d'états de conscience modifiés, élargis, pour progresser dans notre vie, dans notre chemin personnel, voire même pour faire des découvertes géniales, puisque dans la littérature abondent les exemples de découvertes scientifiques faites sous LSD, ou etc. Donc, je veux dire, je crois que moi, à terme, dans mon optimisme, je pourrais dire, ou dans mon idéalisme, je pourrais dire, oui, à terme, je crois qu'il faudrait pouvoir plus interdire certaines substances vendues par les grands, les grands groupes de tabac ou d'alcool, et puis permettre à ce qu'il y ait un accès à aussi bien pour une dimension récréative que pour une dimension d'ouverture, quoi. Je crois qu'en plus, on voit bien que les politiques répressives, aujourd'hui, beaucoup de politiques s'entendent pour dire qu'elles n'ont pas les effets escomptés. Ouais, peut-être pour rajouter, dans la question, moi je me demandais si on parlait de la tribu. C'est clair que dans la tribu, on n'a pas cette visée, je dirais, militante ou politique. Mais par contre, c'est sûr que de notre côté, oui, on l'a. Moi, j'ai aussi cofondé le ZIS. On essaye vraiment de faire bouger les choses pour effectivement... on a un groupe de travail qui à terme, aimerait aboutir à une décriminalisation comme on l'a vécu au Portugal depuis plus de 20 ans, avec des résultats qui sont là, qu'ils ont enrayé leur épidémie d'héroïne, et qu'ils ont des jeunes qui sont beaucoup moins attirés par les drogues parce que c'est plus interdit, qui sont beaucoup plus informés parce que l'argent a été réinvesti de la criminalisation à l'éducation.
Et ça, pour moi, c'est un grand problème, c'est que ici, personne n'est éduqué sur ces fameuses drogues. Tout est dans le même panier, alors que ça n'a rien à voir. Moi, pour avoir travaillé dans les deux milieux, dans le milieu club, où là, c'est abondance d'alcool et de coke, on a des gens qui sont en général plutôt agressifs, offensifs et pas du tout avec lesquels on peut pas bosser parce qu'ils vont être complètement, c'est des substances qui atténuent en fait finalement les perceptions. Donc voilà, on peut pas travailler avec eux. Et puis pour avoir travaillé dans un milieu plus des festivals de musique électronique de type psychédélique où il y a abondance de plutôt LSD, champignons, MDMA. Là, on a des gens qui, même s'ils se sont mis dans un sale état parce qu'ils ont pris beaucoup trop et dans un contexte qui n'est pas forcément idéal, on peut travailler avec eux parce qu'ils vont toucher avec ces substances, ça va quand même ouvrir leur perception, ils vont toucher des choses et ils vont ressortir de là en ayant finalement compris des choses sur eux, en ayant avancé. Et c'est pas juste quelqu'un qui a pris trop d'alcool puis qu'on doit laisser cuver, et puis ensuite il repart voilà, dans un état pire qu'avant. C'est vraiment une ouverture, même dans un contexte festif. Moi, j'ai vu énormément de gens qui avaient eu des ouvertures comme ça, spirituelles, ou des ouvertures au niveau de leurs émotions absolument incroyables, pour peu qu'après ils aient trouvé un cadre qui leur permette de vivre la chose bien. Moi, j'aurais envie de rajouter aussi que je pense que s'il y avait un contrôle de l'État, aussi bien sur la qualité des produits, que sur leur provenance, que sur leur fabrication, mode de fabrication et sur leur taxation. Soyons très clairs là-dessus, ça serait beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays occidentaux avec le développement d'une économie de la drogue qui est colossale, quoi. Et avec tous les problèmes de blanchiment, tout ce qui se passe et comment ça interfère dans notre société. Je crois que si les pouvoirs publics avaient le courage, si les politiques avaient le courage, ça serait, ça serait chouette. Moi, j'ai presque 60 ans, je vois que depuis l'âge de 15 ans où j'ai été en contact au lycée, à l'école avec les drogues, grosso modo, rien n'a bougé, quoi. Rien n'a bougé en 45 ans. Je trouve ça dommage parce que je pense que pendant ce temps-là, beaucoup de gens se sont enrichis, beaucoup de gens ont eu des gros soucis de santé, voire sont morts d'overdose par finalement une certaine hypocrisie au niveau de la société, au niveau des politiques ou une impossibilité d'oser aborder les choses qu'on considère comme tabou, ou alors une vraie manipulation comme on a vu dans les années Nixon aux États-Unis, quoi. Et tous ceux qui souffrent aussi d'avoir eu un moment de down dans leur vie, d'avoir été mis sous médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, et puis de plus arriver à s'en sortir. C'est très difficile d'arrêter ça sans avoir des effets secondaires pour certaines personnes. C'est vraiment dur, et on a des appels à l'aide de ce côté-là énorme, parce que on sait comment mettre ces médicaments en place, mais on ne sait pas vraiment comment les enlever en fait. Avons-nous fait si peu de progrès depuis 45 ans ? Y a-t-il si peu d'espoir ? Je trouve que l'espoir aujourd'hui vient plus paradoxalement des avancées dans la médecine et de tout ce qui, au niveau des psychédéliques, est démontré aujourd'hui par rapport à d'autres approches dans la psychiatrie qui ont moins de peut-être d'effets bénéfiques. Svea parlait à l'instant des antidépresseurs et anxiolytiques, où on voit bien que un processus de psychothérapie assistée par psychédélique sur certaines problématiques est plus efficace, ou sur le traitement d'addiction. Notamment addiction à l'alcool avec le LSD, ou addiction à l'héroïne avec l'iboga, ou des choses de cet ordre-là qui sont en train d'être démontrées scientifiquement. Donc je pense que là, il y a déjà peut-être quelque chose qui avance plus vite à cet endroit. Puis l'autre aspect, c'est que oui, il y a une amélioration, je dirais, clairement pour la prise en charge des personnes toxicomanes, mais il n'y a pas la considération de comment, dans notre société, vous, moi, toutes les personnes qui travaillent, qui soient banquiers à Genève ou qui soient serveurs dans un bar, à un moment de leur vie, sont attirés par des états de conscience modifiés, par une consommation excessive d'alcool, par une consommation de différentes drogues, etc. Ça fait partie
finalement de notre culture. Mais on n'en parle pas. Et moi, je ne parle pas là des toxicomanes, je parle des gens comme vous et moi. On le voit bien dans les études qui sont faites, les analyses sur les eaux usées dans les villes, et on sait combien les gens consomment, ne serait-ce qu'en traitant, il y a eu des études qui ont été faites à Lausanne, notamment sur la consommation de cocaïne, etc., en analysant juste les eaux usées, quoi. Et voilà, soyons clairs, quoi. À cet endroit-là, beaucoup de personnes consomment. Et moi, je crois que c'est à cet endroit qu'on doit avoir peut-être un peu plus de courage politique pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. S'en emparer, quoi. Plutôt que de faire la politique de l'autruche. Peut-être une chose aussi, moi c'est une chose que j'ai l'impression que j'observe souvent, justement dans la médecine, c'est que oui, en effet, on a mis en place plein de choses pour notamment les toxicomanes, pour qu'ils puissent, par exemple, avoir leurs substances propres dans un endroit propre, etc. Mais est-ce qu'on leur offre vraiment la solution? Enfin, c'est un peu du maintien quand même. Est-ce qu'on leur offre vraiment de se sevrer? Non. C'est très compliqué et alors qu'il y a des solutions qui existent, qui sont clairement prouvées, mais voilà, on leur offre pas la vraie sortie du tunnel, quoi. On leur offre un maintien. Et je trouve que c'est un peu ça souvent dans la thérapie ou dans la médecine, c'est que on propose aux gens d'aller bien, quoi, d'aller bien, allez, on va bien, mais on propose pas le truc où vraiment ils vont sentir un réel mieux-être, une réelle accès à leurs propres ressources, une réelle guérison, une vie, quoi, quelque chose de vraiment vivant. On est un peu dans ce côté, voilà, comme ça on dérange pas trop et puis on va assez bien, mais c'est pas, voilà. Et on encourage la toxicomanie en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand même il faut bien dire qu'il y a des substances qui sont éminemment addictives. Soit physiquement comme l'héroïne ou le crack, soit qui mettent les gens dans un état, l'alcool et la cocaïne par exemple, qui sont des substances qui sont beaucoup plus addictives que celles qui vont être utilisées dans les approches de développement personnel ou de psychothérapie assistée par psychédéliques qui sont, elles, réputées non addictives, quoi, ou très peu addictives, et alors surtout avec des dimensions létales totalement limitées, alors que l'alcool, le crack, on sait que c'est c'est très très mauvais pour la santé, et malheureusement ça se diffuse soit officiellement, soit dans les réseaux c'est les réseaux clandestins, et c'est dommage pour l'ensemble de la population. Oui, on peut peut-être parler aussi d'une chose qui pour moi est un vieux rêve que je vois se réaliser un peu, mais je trouve que ça serait vraiment une solution et un besoin maintenant, parce qu'on parlait avant de l'intégration qui est hyper importante. Et finalement, c'est vrai que ce qui manque un petit peu dans le paysage des soins, c'est ce que moi j'appelle des fermes thérapeutiques. Mais ça peut aussi être des centres de soins comme il existe. Il y en a un qui est assez connu, qui existe au Pérou, c'est Takiwazi, par le docteur français, Jacques Mabi. Et lui, lui, il a créé un endroit où les gens vont minimum pour 3 mois se soigner avec les médecines ancestrales de là-bas. Et effectivement, il a des résultats assez impressionnants, où même après 5 ans, les gens sont toujours bien. Et l'idée de ces fermes thérapeutiques, parce que ça serait d'être ouvert évidemment à tout le monde, parce que quand on est dans une dépression 4 fois depuis 20 ans, on a aussi besoin probablement de plus qu'une séance avec des psychédéliques ou un petit suivi comme ça. On a vraiment besoin d'un travail de fond. Et pour moi, dans ce travail de fond, il doit y avoir quelque chose de très holistique. Pour utiliser un terme qui est à la mode, mais où la personne peut ensuite aller se réinventer, se redécouvrir, parce qu'après, notamment les psychédéliques, on est souvent une autre personne. Mais si on retourne dans notre cadre classique où les gens nous mettent dans la même boîte qu'avant, ça n'a jamais fonctionné. Donc de pouvoir aller dans un lieu différent, dans lequel on peut être dans la nature, bien manger, avec des gens chaleureux et un peu différents de notre cadre classique, et aussi dans ce côté peut-être un peu de travail justement avec la terre, où on peut aussi avoir une satisfaction à la fin de la journée d'avoir offert aussi quelque chose à la communauté. Et puis aussi d'être justement entouré de gens, donc d'avoir cette notion de communauté qui nous manque beaucoup dans nos sociétés. Voilà, ça pour moi, ça serait aussi vraiment un maillon de la chaîne de soins comme ça, et à terme aussi avec la tribu, qu'on ait ce réseau où on puisse proposer ces endroits, ces fermes thérapeutiques comme des lieux de stage pour nos étudiants, mais aussi comme des lieux de guérison pour les gens qui sont appelés par ces thérapies pour le long terme.
Je pense que ça s'adresse là à des personnes qui sont très affectées, empêchées dans leur vie quotidienne. On peut tout à fait aussi le voir aujourd'hui avec le développement des burn-out très sévères. Il y a des personnes qui ont besoin d'être sorties de leur univers habituel et de leur communauté d'origine pendant quelques semaines. Ça, c'est important. C'est une pratique qu'il faut envisager. Après, au sein de la tribu, ce que l'on souhaite, c'est vraiment former des accompagnants qui vont pouvoir proposer toutes sortes d'approches, qu'elles soient individuelles en cabinet, qu'elles soient en nature, qu'elles soient avec des différentes pratiques sans substance, mais pour reconnecter la personne finalement à son essence profonde, la reconnecter aussi à des dimensions essentielles de son existence, qui peuvent être l'activité physique, les temps en nature, une nourriture plus équilibrée, un équilibre temps de travail, temps social, temps conjugal, familial qui leur conviennent davantage. Et ça, je pense que c'est l'œuvre que les psychothérapeutes ou les personnes dans la relation d'aide cherchent à faire pour finalement quand même soigner une population un peu mal en point aujourd'hui par un développement, que ce soit de la communication, du travail, partout, qui fait que les personnes s'oublient elles-mêmes, ne se sentent plus exister, quoi. Et donc c'est aussi cette visée-là qu'on doit promouvoir, quoi. C'est qu'il y a une dimension où, plutôt que de dire que les psychédéliques rendent fou, je crois que c'est plutôt aujourd'hui le monde qui est fou, et peut-être qu'on a permettre aux gens d'aller peut-être dans un instant de plus grande folie pour revenir à leur essence et à leur sagesse première et à leurs choix fondamentaux de vie, qui sont parfois un peu imposés par les conditions actuelles, les crises successives et tout ce qu'il nous est donné de vivre. Voulez-vous nous parler de l'association Éleusis ? Oui, alors dans le paysage suisse et suisse romand, il existe aussi une association qui s'appelle Éleusis. À la base, c'était une association en Suisse allemande, et puis là maintenant, ça fait 4 ans qu'elle existe en Suisse romande, qui est en fait le pendant qui existe dans tous les pays, en tout cas tous les pays européens, des sociétés psychédéliques. En Suisse, on l'a appelé Éleusis en référence à ce lieu dans la Grèce antique où pendant 1500 ans, il y a eu un culte des mystères où les gens marchaient depuis Athènes jusqu'à Éleusis, et il y avait tout un cérémonial et tout un moment d'initiation où ils étaient en train de prendre un certain breuvage qui n'a jamais été révélé, et en fait les gens n'avaient pas le droit de parler de ce qu'ils vivaient là, c'était vraiment les mystères d'Éleusis, et énormément de philosophes grecs sont passés par là. Et puis en Suisse, cette association en Suisse romande regroupe finalement les personnes qui sont intéressées par le psychédélique en assez général, dans le sens où on regroupe bien sûr des thérapeutes, mais aussi des artistes, des journalistes. Il y a vraiment tout un milieu comme ça qui s'est regroupé dans cette association. Et puis il y a plusieurs groupes de travail. Il y a un groupe notamment qui travaille qui fait des cercles d'intégration gratuits, ouverts à tous, une fois par mois. Il y a plusieurs axes de travail comme ça au sein d'Éleusis, et puis c'est une association qui est aussi toujours ouverte à de nouveaux projets, des membres. On fonctionne en gouvernance partagée, donc il y a tout à fait la possibilité de monter aussi de nouveaux projets. Que penser des critiques mutuelles entre les différentes familles d'exploration de la psyché ? Oui, je pense que, comme je le disais initialement, souvent les gens ont besoin de défendre leur précaré, ce qui est pas du tout notre esprit à la tribu. Notre esprit, c'est au contraire de viser la complémentarité des approches, les spécificités des approches, tout en sachant que justement les gens vont avoir besoin de faire un certain nombre d'expériences. Il y a une chose qui est clair, c'est que selon notre degré d'implication, on peut, avec des approches en état de conscience élargi, aller très très loin dans des états de transe, si on se donne les moyens
le temps nécessaire pour le faire. Typiquement, une quête de vision telle qu'on l'anime à la tribu, ça dure 8 jours, avec 4 jours de jeûne, 3 jours de solo, 3 jours et 3 nuits de solo en nature, avec des expériences préliminaires, hutte de sudation, cercle de tambour, etc., très puissante, qui amène les gens dans un état de conscience altéré par notamment les 4 jours de jeûne, et qui permettent d'accéder à des messages de la nature, à une profondeur, à une essentialité dans ce rite de passage inspiré des peuples premiers, où c'est pas avec une prise de MDMA qu'on va aller à ce niveau-là. Et en plus, il faut savoir que tout le travail qui est fait avec cette implication dans le temps s'incarne, s'intègre tout au long des années qui suivent. Moi, je me rappelle de mes propres quêtes de vision que j'ai pu faire il y a 25 ans ou il y a une dizaine d'années, comme si c'était hier, quoi. Et il y a des prises de substances, notamment quand on en prend avec une certaine fréquence, où ça s'incarne moins, ça reste moins. Comme vous savez, les rêves, si on ne fait pas attention, si on note pas ses rêves, si on ne prend pas le temps d'intégrer, d'analyser son rêve, de le partager, eh bien on l'oublie parce que la vie continue, les nuits continuent et se succèdent. Avec les psychédéliques, c'est un des problèmes qu'on peut avoir. C'est que bien sûr, il y a un avant-après première prise. Soyons clairs là-dessus, puisqu'on atteint des états qu'on n'a jamais peut-être connus avant pour certaines personnes. Parce qu'elles ne sont pas allées faire une quête de vision, parce qu'elles ne sont pas allées faire de la respiration holotropique, parce qu'elles ne sont pas allées faire du tambour pendant 7 jours d'affilée. Et donc là, elles s'en souviennent. Et moi, c'est vrai que je me souviens de ma première prise d'ayahuasca aussi. Mais la 22e ou la 28e, non, ça, je peux vous dire que je ne me souviens pas. Voilà. Et par contre, ce dont je me souviens, c'est quand j'ai fait, dans mon parcours d'apprentissage dans le chamanisme, 7 jours d'affilée par an, pendant 3 ans de tambour, où j'ai vécu des expériences d'ouverture spirituelle, des expériences mystiques qui sont aujourd'hui constitutives de qui je suis et de ce que je transmets à la tribu, quoi. Et c'était pas avec une substance, c'était juste une communauté, une fraternité. Et quand vous avez 40 tambours qui jouent pour vous, vous êtes au milieu, et qui sont là pour vous aider, vous soigner, vous aider à traverser un trauma ou une expérience douloureuse et difficile, ça reste pour la vie, quoi. Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi j'ai aussi une expérience qui je pense est la plus forte pour moi, qui était avec la respiration holotropique. Où là, voilà, c'est un stage d'une journée et demie, où on va pendant 3 heures, on va respirer fortement. Et alors de nouveau, il y a la communauté, parce qu'il y a tout un groupe autour, il y a un fort accompagnement, il y a la musique aussi qui est très importante. Et puis il y a cette respiration qui se met en route comme ça. Et c'est vrai que j'ai vécu un moment d'extase et de douche cosmique comme ça, et d'ancrage en même temps, parce que tout d'un coup je sentais mes pieds, à quel point ils étaient forts, à quel point ils faisaient partie de la terre. Et c'est un moment où je me souviendrai toute ma vie. Et puis il y avait aussi, je pense, une énorme confiance, une énorme sécurité, parce que j'étais là grâce à moi, j'avais juste respiré et j'étais dans cet état. Donc c'était quelque chose de sentir qu'on pouvait à la fois être connecté au divin, juste parce que moi j'avais décidé de respirer un peu plus fortement que d'habitude, mais c'était quelque chose d'incroyable. Et c'était très très enrichissant, très fort, et je m'en souviendrai toujours. Moi je crois qu'il faut vraiment dire que une des dérives aujourd'hui dans le courant de la psychothérapie assistée par psychédélique, ce serait la facilité. Ça serait de dire, mais voilà, avec cette substance, tout va s'ouvrir, tout va se régler. Non, c'est l'engagement de la personne dans son processus d'auto-guérison qui va faire la différence, quoi. Et selon d'où il vient, selon les traumas qu'il a vécus, selon aussi toutes les thérapeutiques par lesquelles il est passé auparavant, ça va venir
soit consolider son impossibilité, toujours se bloquer à des résistances, ou ce qui est quand même avéré aujourd'hui, parce qu'il y a tout ce cadre d'accompagnement, la possibilité de faire du nouveau et de sortir de ce qui l'handicape dans sa vie. Et ça, que ce soit Michael Pollan, qui l'a très bien documenté à travers sa série documentaire, ou que ce soit tous les comptes rendus d'études qui sont faits, toute la documentation qui existe aujourd'hui, on voit bien que c'est essentiellement le processus relationnel sur le temps qui fait thérapie. Ça n'est pas juste une substance. La substance, c'est une aide à un moment donné, comme peut l'être une immersion en forêt, comme peut l'être peut-être une expérience totalement incroyable, comme de nager avec les dauphins, par exemple, qui peuvent être aussi des moments qui sont constitutifs dans la vie d'une personne plus que pour une autre, quoi. Il faut trouver ce qui va être aussi son chemin. La presse regorge d'articles qui semblent promettre monts et merveilles grâce aux psychédéliques. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, la presse, les médias ont besoin de vendre quand même toujours un peu de sensationnalisme, on pourrait dire comme ça, et de promouvoir, comme on le voit aujourd'hui, les psychédéliques dans la presse. Il y a une dimension illusoire, il y a une dimension espoir pour des personnes qui ont tenté beaucoup de choses sans résultat satisfaisant, mais bien sûr qu'il y a un peu de la poudre aux yeux, quoi. Ce que je crois, c'est que quand on rentre dans la réalité d'un accompagnement et du travail, eh bien, il y a des choses qui sont peut-être plus conséquentes en termes d'engagement de la part de l'accompagnant que simplement apporter une réponse, mais c'est vraiment travailler à ce que la personne elle-même commence à repérer ces zones de fixer, rigidifier dans la douleur, dans la souffrance. Et c'est là où tous les états de conscience altérés, c'est-à-dire élargis et modifiés, peuvent être un apport, mais au même titre que j'ai vraiment envie de dire que ce soit l'hypnose, que ce soit le MDR, que ce soit la respiration holotropique, la danse, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avant d'aller vers la médecine ou la médicalisation ou le côté psychédélique. Et ça, je crois que c'est ce qu'on offre à la tribu, et je crois que les gens ne sont pas assez au courant de cela, que ce soit dans le milieu soignant ou que ce soit dans le milieu des clients, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, on est un petit peu restrictif, et peut-être que les médias aujourd'hui restreignent encore aussi à cet endroit-là. Après, je pense aussi que c'est clair que les médias restreignent, en font un truc un peu miracle. Mais il y a quand même aussi vraiment des miracles. Il y a quand même aussi des gens qui ont 20 ans, 25 ans d'errance thérapeutique, qui ont à peu près tout essayé. Alors quand ils disent qu'ils ont tout essayé, souvent ils n'ont rien essayé au niveau, par exemple, psychocorporel, parce que souvent la psychiatrie, la psychothérapie ne propose pas ça. Donc déjà ça, voilà. Mais ils ont quand même tout essayé ce qu'on leur a proposé, que ce soit les médicaments, que ce soit toutes sortes de thérapies par la parole, brève, etc. Et ça, rien ne va. Ils sont toujours au même point, voire pire. Donc oui, ensuite on arrive avec ces thérapies psychédéliques, et là tout d'un coup on a des gens, des personnes, parce que je travaille aussi dans le cabinet d'une psychiatre, et on a vu un monsieur qui justement a 27 ans d'errance thérapeutique, avec un profil un peu de type autistique, mais il a pu faire en quelques sessions, ça fait plus d'une année qu'on bosse avec lui, mais il a pu faire des progrès en fait dans sa capacité simplement d'être dans la société, parce qu'avant c'était un anxieux social complet. Là il vient de terminer des études, il n'aurait jamais pu faire ça, je pense, il n'aurait jamais pu terminer ses études de musicien sans l'aide des psychédéliques, tout ce que ça lui a apporté. C'est vraiment incroyable, et il s'épanouit enfin. C'est magnifique à voir, et c'est vrai que des miracles comme ça on en voit quand même quand on travaille avec ces médecines, donc c'est normal qu'il y ait un peu ce côté là autour, quoi. Que pouvez-vous nous dire de la décompensation psychotique grave, le fait de rester croché ?
Ça dépend énormément du lien qu'on a avec la personne et finalement de nouveau du cadre qu'on a construit. Dans le cabinet avec lequel je travaille, on a déjà pris quelqu'un qui a eu une décompensation psychotique il y a très longtemps, qui s'en est très bien sorti d'ailleurs avec la méditation notamment. Et en fait, théoriquement, voilà, on ne devrait pas soigner quelqu'un parce qu'il y a très longtemps il y a eu cette histoire-là. Mais en fait, on est en train de le soigner et ça se passe très bien. Donc c'est vraiment plus voilà, de pouvoir avoir un vrai temps de nouveau pour évaluer la personne, voir où elle en est, plus que de dire ah ok, il a été dans la case psychotique une fois dans sa vie, c'est foutu, on peut pas s'en occuper. Et puis après les cas de personnes qui ont vraiment déraillé, c'était en général pas dans un cadre thérapeutique, c'était avec des amis, c'était des forts dosages de substances parfois dont ils connaissaient pas l'origine. Et puis oui, il y a eu des histoires compliquées, mais ça n'avait rien à voir avec les cas thérapeutiques. Après, il est clair que la psychothérapie assistée par psychédélique, elle n'est pas forcément viable pour tout le monde. Voilà, on le voit aussi bien sur des questions purement médicales par rapport à des contre-indications au niveau cardiaque, etc., mais aussi des contre-indications psychologiques ou psychiatriques pour des gens qui sont dans la dissociation. Et ben voilà, il va falloir peut-être justement passer par d'autres approches plus douces, plus régulières, plus constantes, qui vont demander probablement un plus grand engagement à la fois de l'accompagné et de l'accompagnant, mais qui donneront des résultats. Donc il y a des méfiances à avoir ou tout simplement des précautions à prendre, et ces précautions, elles sont faites dans le cadre de toute la préparation au travail. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'utiliser par exemple des états de conscience tels que la respiration holotropique ou l'hypnose ou les tambours, comme des séances préparatoires pour voir comment la personne accède et réagit en état de conscience élargi. Et de lui donner déjà une certaine compétence, une certaine habitude à pouvoir passer de l'état de conscience ordinaire à non ordinaire et revenir dans l'ordinaire. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de l'efficacité des psychothérapies avec les états de conscience élargis. Que pouvez-vous apporter de plus qu'un médecin ou un chaman ? Aujourd'hui, grosso modo, on pourrait dire qu'il y a 4 usages. Il y a l'usage festif, où les gens vont avoir une relation entre eux qui va être améliorée avec parfois celui qui est expérimenté, qui va servir un peu de guide, etc. Avec tous les risques de choses qui ne sont pas claires dans les relations et des abus ou des choses possibles. Mais aussi, selon le type et les settings dans lesquels ils sont, la possibilité de vivre des expériences intéressantes, puissantes pour les personnes. Il y a un autre usage qui est l'usage, on va dire, plus lié à la spiritualité, que ce soit au sein de certaines églises, notamment brésiliennes, ou que ce soit avec des chamans ou des guides spirituels, où il y a l'usage avec des ouvertures qui sont faites. Et là, bien sûr, on est dans une posture, je dirais, de guide spirituel, c'est-à-dire un sachant qui initie des personnes qui ont envie soit de lui ressembler, soit d'accéder. C'est une posture particulière avec aussi tous les excès qu'on peut connaître et les dérives sectaires, gourouisantes, etc. Et puis il y a encore 2 usages, c'est l'usage médical dans un contexte hospitalier comme on peut avoir aujourd'hui dans certains hôpitaux à Genève ou ailleurs en Suisse ou en Angleterre, avec une médicalisation par rapport à des problématiques très conséquentes, l'accompagnement sur les addictions, etc. C'est une posture médicale, c'est-à-dire il y a un médecin, souvent assisté d'un infirmier psychiatrique, et puis il y a une approche, on va dire, de résolution de symptômes, d'ouverture, d'accompagnement qui permet à la personne de sortir d'une longue errance ou d'une longue souffrance. Généralement, c'est ça. Mais il y a encore tout un autre aspect qui nous intéresse plus particulièrement à la tribu, c'est de vraiment accompagner
tout un chacun dans ses problématiques existentielles, dans ses problématiques de couple, dans ses problématiques d'être en relation avec son environnement, dans ses problématiques de rapport au travail, de rapport vie professionnelle, vie familiale. Et là où on sait que c'est pas une psychothérapie classique. Parce que se retrouver dans une pièce avec éventuellement même un hôtel, une cérémonie, à accompagner une personne pendant 8 heures, une personne qui va être fragilisée, qui va être altérée, qui va devoir être aidée ne serait-ce que pour marcher, etc. C'est un accompagnement particulier. Et cet accompagnement, il faut avoir une éthique, une déontologie, il faut avoir vraiment travaillé sur soi, tous les aspects pour ne pas encourager soit des phénomènes d'emprise, soit de prosélytisme, soit de mettre les gens en dépendance, mais de vraiment accompagner les gens à leur propre cheminement, à leur propre guérison ou à la résolution de situations qui les embarrassent ou tout simplement à la découverte d'autres aspects dans leur vie dont ils étaient un peu éloignés. Bien, ça, ce travail qui se fasse avec des psychédéliques en nature, avec de la respiration, avec du jeûne, etc., c'est vraiment une posture particulière. C'est une posture humaniste, c'est une posture d'un grand engagement et c'est une posture aussi d'humilité que ni un chaman, ni le copain, ni un médecin-chef peut avoir. Je veux dire, c'est un autre aspect. Et moi, je ne sais pas faire de la médecine, d'accord. Je veux dire, je pense que c'est important qu'on puisse considérer que ces 4 usages peuvent coexister, sont complémentaires et couvrent une palette large pour accompagner tout un chacun. Mais d'un point de vue professionnel, je pense que c'est important qu'il y ait des choses qui appartiennent au domaine médical, mais que ça ne soit pas restreint au domaine médical. Je crois qu'il y a vraiment une autre dimension qu'il faut aussi soutenir et auquel pour l'instant les pouvoirs publics ne sont pas encore forcément totalement ouverts en Suisse. Je pense qu'il y a un cheminement, je pense que c'est plus au niveau politique et sociétal qu'aussi le chemin doit se faire et pour l'instant la nouveauté vient plutôt des États-Unis avec tout ce qui peut se faire par exemple dans l'État d'Oregon où il y a des approches qui sont aujourd'hui autorisées et tout un développement pour ces questions, j'aurais envie de dire plus thérapeutiques, existentielles que purement psychopathologiques. Est-ce que le travail main dans la main entre médecin et chaman est possible ? Oui, je pense que c'est sur les rails quand même dans plusieurs endroits. Un des endroits que je connais, c'est cet endroit au Jura, la Maison de Paille, où il y a une approche avec des personnes qui vont être des éducateurs occidentaux, voire des infirmiers qui vont s'occuper des gens, et où ils font aussi venir des chamans de l'étranger pour pouvoir soigner les personnes qui sont là. Donc des mix comme ça, il y en a. Mais bon, voilà, souvent c'est aussi dans l'underground que ça se passe parce que voilà, il y a des choses qu'on n'a pas encore le droit de faire légalement. Donc c'est sûr que ça appelle à être développé. On voit, il y a des organismes de formation qui aujourd'hui se développent, la tribu, mais en Allemagne ou aux États-Unis, où il y a aussi comme ça le mix, en Espagne aussi, je pense avec Marc Excella. Il y a un mix, comme on le propose à la tribu, de faire venir des gens comme Jérémy Narby, Peter Gasser ou Jean-Marie Delacroix, qui ont tous une expérience à la fois, soit d'un point de vue médical, soit d'un point de vue psychologique, soit d'un point de vue ethnologique, et d'offrir aux étudiants justement des regards croisés pour apprendre plus un médecin des HUG ou voilà des différentes personnes qui vont pouvoir participer à élargir finalement les compétences des gens qui sont amenés à accompagner quoi. Pour moi c'est vraiment accepter cette coexistence des différents courants quoi.
On revient aussi vraiment à ce qu'on disait dans mes études d'ethnopsychiatrie, où voilà, c'est la palabre à l'africaine. On se met là tous autour, sous l'arbre, et puis on discute. Et on a tel problème, et chacun apporte son point de vue en fonction de sa référence, de sa cosmologie. Et on est beaucoup plus riche ensemble avec ce cerveau collectif, et on va trouver des solutions beaucoup plus intéressantes que juste « Ok, moi j'ai pensé ça, et ça va être comme ça, quoi. » Le mot de la fin? Ce que moi j'ai envie de partager et transmettre après la pratique et en l'occurrence avec la tribu, mais après tous les échanges qu'on a pu avoir entre professionnels, c'est cette dimension de posture de l'accompagnant qui n'est ni un guide devant, ni un contemplateur derrière, mais qui est vraiment avec, quoi. Avec la personne qui le consulte, avec l'accompagné qui lui tient la main aussi bien moralement que physiquement pour aller découvrir des territoires inconnus de sa psyché, de ses différentes étapes de vie pour y porter un nouveau regard, quoi. Et ceci ne se fait pas de façon magique. Ceci, c'est une posture professionnelle d'accompagnement sur un temps relativement long qui crée une relation humaine d'une nature qu'on a peu l'occasion de vivre dans d'autres circonstances. Donc pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de promouvoir et partager. Pour citer Paul Lebrun, qui a été une de mes initiatrices et mentors dans l'approche, c'est ce qu'on appelle l'activisme sacré. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redonner une place au sacré, au mystère dans nos vies qui sont très normatives, très consuméristes, très placées sur une forme d'efficience ou de relationnel virtuel, alors qu'on va mettre en avant l'humain et la dimension de tout ce qui nous échappe. Alors pour compléter ce que tu disais sur cette notion de posture qui est effectivement au cœur de notre travail, il y a aussi une sorte de qualité en fait de la posture que j'aime bien résumer dans une citation qui n'est pas de moi, qui dit si tu es venu pour m'aider, passe ton chemin. Si tu es venu parce qu'ensemble on peut se guérir et se libérer, viens. Merci.